Aujourd'hui, on se retrouve à Bordeaux pour découvrir le métier d'éducateur ou éducatrice. On peut être éducateur auprès de plein de publics différents, des mineurs, des majeurs, des personnes souffrant de handicap. Nous, on va passer la journée avec deux éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles interviennent auprès de personnes mineures qui ont eu des problèmes avec la justice. On va leur poser plein de questions sur leur métier, leur formation, leur quotidien, et elles vont nous faire découvrir les lieux sur lesquels elles interviennent. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à la protection judiciaire de la jeunesse. En effet, la PJJ, c'est son petit nom, nous a invités à découvrir les quotidiens de ces éducateurs, car c'est un métier qui recrute beaucoup et il y a plein d'opportunités de carrière partout en France. Ils ont eu envie de faire connaître le métier au plus grand nombre et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger avec eux. Métier éducateur de la PJJ, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Fatia, je suis éducatrice à la PJJ depuis plus de 20 ans. Je m'appelle Gladys Frigère, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse depuis 14 ans et je travaille actuellement en milieu ouvert. Alors, il y a 3 choses qui peuvent se passer quand une décision de justice est tombée. Le jeune peut retourner chez lui, donc en famille, il peut être placé ou aller en détention. Quoi qu'il en soit, l'éducateur de fil rouge, qui est Gladys, va continuer de suivre le jeune, et ce, quel que soit l'endroit où il se trouve. Alors nous, on est effectivement le service de milieu ouvert, donc dit fil rouge ou socle. On accompagne le jeune tout au long de son parcours judiciaire, donc ça peut être en détention, en lien avec l'éducatrice PJJ de la détention. Ça peut être au CEF, centre éducatif fermé, ou au CER, où le jeune est pris en charge et où on continue à le suivre toujours en lien avec ses éducateurs référents et les responsables de la structure. Ou ça peut être effectivement quand un jeune est placé en foyer. Pareil, le travail se poursuit avec des visites du jeune et le travail éducatif et en lien avec les éducateurs de la structure. Et quels que soient les différents endroits où se trouve le mineur, il y a bien évidemment des éducateurs PJJ qui continuent le travail éducatif qui est entamé par l'éducatrice fil rouge. Et nous restons en lien bien évidemment avec la famille, les partenaires et l'éducateur de milieu ouvert. Comment est-ce qu'on devient éducateur ou éducatrice ? Alors, il y a plusieurs manières de devenir éducateur. Il y a plusieurs types d'éducateurs, puisqu'il y a l'éducateur spécialisé qui s'occupe de différents publics. Là, on va parler de l'éducateur PJJ. Pour devenir éducateur PJJ, il faut avoir un bac plus 3, après passer un concours. Ensuite, on rentre en formation, donc c'est une formation de 18 mois. Ensuite, il y a l'éducateur spécialisé, donc qui a déjà son diplôme d'éducateur spécialisé et qui va pouvoir prétendre au concours sur titre, donc c'est un oral. Et ensuite une formation de 6 semaines et qui est déjà préaffectée sur une structure qui a été décidée en fonction de son classement au moment du concours. D'accord. Voilà. Ensuite, on a le concours qui s'appelle dit troisième voie. Donc, c'est des personnes qui ont 5 années d'expérience dans le médico-social. Donc, ils vont aussi passer un écrit et un oral et qui vont partir, ce sera une formation courte. Toi, c'est quoi ton parcours du coup ? Alors, moi, j'ai passé mon bac. Donc, après mon bac, j'ai intégré une école d'éducateurs spécialisés pendant 3 années où j'ai fait différents stages. Ensuite, j'ai répondu à une petite annonce de la protection judiciaire de la jeunesse. C'était un domaine qui m'intéressait. Et du coup, j'ai passé le concours sur titre que j'ai obtenu et je suis partie en formation à Roubaix et j'ai été préaffectée sur un service de milieu ouvert. Est-ce qu'on trouve du travail et comment ? Alors, on trouve du travail très facilement, puisqu'une fois passé le concours, nous devenons fonctionnaires du ministère de la Justice. Et effectivement, en fonction de notre rang de classement, on est affecté sur des structures, on fait un choix, etc. Et ensuite, on peut muter comme un fonctionnaire sur les structures qui nous intéressent. C'est par rapport à la note qu'on a dans le concours, qu'on est Alors à Bordeaux ou à Paris Alors, quand effectivement on passe le concours classique et qu'on a notre rang de classement, en fonction de notre rang de classement, nous allons faire des choix de structures où nous voulons être affectés. Et si on est bien classé, on l'obtient. Si on n'est pas bien classé, on ne l'obtient pas. Voilà. Plus tard. Et après, une fois qu'on est affecté sur une structure, rien ne nous empêche à un moment donné de faire une nouvelle demande de mutation sur un autre service qui nous intéresse, dans la région qui nous plaît. Et du coup, on est forcément fonctionnaire quand on est éducateur à PJJ ? Pas du tout. On peut rentrer à la PJJ en tant que contractuel pour un remplacement. Ce sont des contrats à durée déterminée. On vient en aide à une équipe éducative. Le prérequis, c'est effectivement d'avoir un bac plus 3 et une formation dans le social, en tant qu'éducateur ou autre travail en lien avec les jeunes. Et en ce moment, ça recrute beaucoup ? Pas mal, pas mal. On a besoin effectivement de contractuels et d'éducateurs titulaires.
Combien on peut espérer gagner? Alors, dès qu'on est en formation dès le début, on est payé 1 700 € par mois. Pendant les 18 mois. Pendant les 18 mois. Et ensuite, une fois qu'on est sur le terrain, ça augmente, voilà, bien évidemment. Donc c'est une fourchette qui va, donc en tant que stagiaire, 1 700 €, on peut aller jusqu'à 3 000 €. Et les contractuels, également, sont payés 1 700, 1 800 € par mois. Il commence à 1007 et après c'est par rapport à son ancienneté quand il rentre. Voilà, déjà s'il a une ancienneté avant d'intégrer la PJJ en tant que contractuel, ils peuvent effectivement récupérer cette ancienneté et le salaire, ce sera un peu plus important que 1 700 €. Ok, et après tu nous disais tout à l'heure que fonctionnaire c'est cadré A. Alors nous, éducateurs, nous sommes considérés comme des cadres, donc de catégorie A. Et c'est pour ça qu'on peut finir à 3 000 € Tout à en fin de fait, carrière qui exactement. est pas si mal. Tout à fait, c'est très bien même. Alors, en tant qu'éducatrice d'hébergement, le matin, je commence mon service à 7 h. Voilà, donc je viens sur la structure, je fais mon petit passage de consigne avec mes collègues qui ont fait la nuit, où ils m'expliquent un petit peu comment s'est passée la nuit, s'il y a eu des difficultés. Et ensuite, je regarde le programme de la journée pour les jeunes qui sont sur le foyer. Donc ça peut être des jeunes effectivement qui sont en insertion, qui sont à l'école, qui sont sur des lieux de formation. Et donc je vais les réveiller en fonction des horaires auxquels ils doivent se retrouver sur leur lieu de stage ou d'école ou de formation. Donc ensuite s'il y a des accompagnements, donc il y a le petit déjeuner qu'on essaie de prendre avec les jeunes le matin. Une fois le petit déjeuner terminé, on fait le point avec les jeunes sur à quelle heure est-ce qu'ils doivent commencer, où est-ce qu'ils doivent se retrouver, s'il y a un retour qui est prévu pour le repas de midi sur la structure ou s'ils mangent sur place. Donc on organise tout ça. Et ensuite, c'est les départs. Soit effectivement, il y a des jeunes qui vont se rendre seuls sur les lieux de formation, d'école, voilà. Soit on va faire les accompagnements sur les structures. À midi, en fonction des jeunes qui vont revenir prendre les repas, donc on est là, on fait. Nous, entre-temps, on ne fait pas rien. On est occupé parce qu'effectivement, on va avoir des coups de fil à passer sur les démarches à faire pour les jeunes que l'on a sur l'hébergement, le lien avec les familles, le lien avec les collègues des milieux ouverts. On attend que les jeunes reviennent sur la structure, on prend le repas avec eux le midi, on voit l'après-midi comment ça s'organise. Ça peut être retour à l'école ou à l'UAJ ou sur les lieux de formation, ou alors des démarches qu'on va faire avec eux et on va les accompagner dans ces démarches. Retour sur la structure ensuite, on prend un goûter ensemble et ensuite on attend la soirée, on passe ensemble s'il y a des choses à faire avec eux, des jeux ou des activités quelconques. Sinon, on va attendre le repas. On va prendre le repas avec les jeunes vers 19 h 30. On va passer la soirée ensemble, des jeux, parler d'un sujet, regarder un documentaire. Et on va attendre nos collègues qui vont arriver à 22 h 30, avec qui on fera un petit passage de consigne. Et ensuite, c'est la nuit. Donc tes journées, c'est 7 h, 23 h? Alors non, on a 2 équipes d'éducateurs, 2 binômes qui interviennent de 7 h à 14 h et les deuxièmes binômes qui viennent de 14 h à 23 h. L'équipe de nuit, elle, va arriver de 22 h 30 jusqu'au lendemain 7 h 30. En fait, on est là 24 h sur 24 avec les jeunes. On travaille le week-end également, donc on est toujours par 2. Alors, moi, le matin, le service ouvre à 9 h. Donc, j'ai des entretiens éducatifs le matin. J'ai 2 entretiens éducatifs. Voilà. C'est quoi un entretien éducatif? Un entretien éducatif, c'est quand je convoque un jeune et sa famille pour pouvoir présenter les modalités de travail, comment je vais le rencontrer, l'accompagnement que je vais mettre en place, le contenu du suivi avec l'audience, préparée à l'audience qui va avoir lieu à la fin de la mesure éducative. Je peux avoir l'après-midi des audiences de 1 ou 2, voire 3 jeunes. Je peux éventuellement aussi aller dans des écoles, rencontrer les profs pour parler d'une situation compliquée de jeunes avec des problèmes de comportement. Je peux aussi me rendre sur un lieu de stage pour échanger avec le référent de différents problèmes ou au contraire du jeune, de la manière dont ça s'est passé, si ça s'est bien passé, de son évolution. Je peux me retrouver aussi dans des réunions de partenaires de la mission locale par rapport à la situation d'un jeune repéré. Et puis, j'ai la possibilité aussi de revenir sur le service pour faire des écrits. Quelle qualité demande ton métier? Alors, la qualité, c'est vraiment, moi je dirais, l'écoute, le sens de la communication. Avoir de l'empathie quand même aussi. Être autonome, être positif. Est-ce que tu dirais que ton métier, tout le monde peut le faire? Alors, si on aime le contact, la communication, si on est patient, si on est à l'écoute, si on a envie de faire plein de choses, oui, on peut. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? C'est les rencontres.
les rencontres avec les jeunes, les audiences au tribunal aussi, parce que je restitue le travail que j'ai pu faire avec le jeune tout au long du suivi. Donc c'est un moment particulièrement important où une décision va être prise et où il va falloir soutenir le jeune et sa famille par rapport à ce que le magistrat va décider. L'imprévu en fait, parce que quand on prend notre journée, on ne sait pas du tout comment ça va se passer avec les jeunes. Voilà, on ne sait pas. On arrive avec en tête, ça va se passer comme ça, mais ça ne se passe jamais comme ça et c'est ce qui est bien en fait. Ce qui m'a surpris, c'est que je savais que c'était un métier qui était difficile, qui était prenant, qui demandait d'être très investi. Je me suis dit que ça allait peut-être être difficile et qu'à un moment donné, ça allait me fatiguer ou je serais fatiguée, j'aurais envie de changer. Mais finalement, plus ça va, plus je suis investie, plus c'est intéressant, plus j'adore et plus j'ai envie de continuer. Pour moi, c'est vraiment un métier qui est fabuleux pour différentes raisons. C'est aussi pour ça que je suis toujours là aujourd'hui. C'est la cause des enfants, en fait, pour moi. C'est vraiment un public qui est à la fois vulnérable et en même temps dit délinquant. Mais quand on fait un accompagnement, qu'on arrive à créer du lien avec ces gamins-là, et on peut avoir de super résultats. J'ai dit et je dis encore que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Et on a besoin de toutes les personnes qui ont envie de travailler avec ces jeunes qui ont des compétences diverses et variées parce qu'on a la chance aussi dans notre service et dans beaucoup d'autres structures de la PJJ de pouvoir monter des projets. Je suis partie cet été avec des jeunes, on a fait du canyoning, c'était extraordinaire. Je trouve qu'on a une marge de manœuvre, on peut décider un petit peu de notre emploi du temps. On peut aller en visite à domicile voir des jeunes, on peut boire un thé chez des familles. Et en fait, on ne s'ennuie jamais, quoi. On ne peut pas être dans une routine dans ce métier. Et puis, on est aussi, ce qui est très important, une aide à la parentalité. Donc, on prend en charge les jeunes, mais on est aussi présent pour les parents, pour les familles, on est soutenant. Et pour moi, on participe à quelque chose de la société d'énorme, quoi. Et alors, au contraire, sans langue de bois, ce que tu aimes le moins dans ton métier? Il y a des fois des situations qui sont un petit peu compliquées, pas forcément avec les jeunes, mais parce qu'on a envie de mettre des choses en place et on voit que ça traîne, ça n'avance pas, des solutions qu'on ne trouve pas, des structures qu'on aimerait avoir plus adaptées, mais qui n'existent pas encore, qu'il faut imaginer. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui, des fois, sont un petit peu fatigantes. Et voilà. Mais on continue quand même. Alors, ce que j'aime le moins, c'est que le manque de moyens. Quand je dois placer un jeune parce que la situation fait que, et qu'il n'y a pas la structure adaptée. On a des jeunes qui sont parfois à la limite du soin et il faudrait une mixité entre de l'éducatif et du soin. Et malheureusement, il n'y a pas ce type de structure. C'est quoi les perspectives d'évolution dans ton métier? Alors, il y a pas mal de perspectives. Alors, soit effectivement, on décide de terminer sa carrière sur le terrain en tant qu'éducateur, soit on a envie de passer à autre chose dans tout ce qui est encadrement. Donc, on peut passer responsable d'unité ou même passer un concours pour devenir directeur ou carrément, on peut travailler en tant que conseiller technique. Mais ça, c'est vraiment des évolutions. Si vous voulez mon avis me concernant, je vais terminer sur le terrain. Est-ce que les jeunes que vous accompagnez, parfois, vous continuez à être en contact avec eux après? Alors c'est arrivé, oui, que certains jeunes souhaitent nous parler d'eux par la suite, nous montrer qu'ils ont réussi à faire des choses, à trouver du travail, à s'insérer, avoir une famille. J'ai un jeune qui m'a appelé pour me dire qu'il était papa. Des jeunes qui ont trouvé leur place dans la société. Ils veulent qu'on soit témoin de cette réussite. Ça, c'est ultra gratifiant. C'est trop bien, quoi. Aujourd'hui, toi, tu te places dans tout un dispositif d'accompagnement des jeunes en conflit avec la loi. Tu interviens, comme on l'a vu, sur différents sujets, dans différents lieux. J'imagine que tu côtoies plein d'autres métiers et que tu es amené à échanger, collaborer avec plein d'autres professions. Alors oui, effectivement, on travaille avec pas mal d'autres professions. Dans un premier temps, on travaille avec les juges, avec les avocats, avec des psychologues, des psychiatres parfois, avec l'éducation nationale, les professeurs, la mission locale. Effectivement, c'est varié puisqu'on est dans le quotidien du mineur et tout ce qui transite autour du mineur, nous travaillons avec ces partenaires-là. Concrètement, c'est quoi? C'est des échanges de mails ou vous faites des réunions? Comment ça se passe? Alors, on est amené à se rencontrer physiquement, à travailler autour du mineur. On peut faire des synthèses, des réunions. Nous nous déplaçons dans les lieux. On peut aller à l'école du mineur que l'on suit. On peut aller dans des services différents, d'autres services accompagnateurs, conseil général, etc. Et dans le cadre de réunions, appels téléphoniques, échanges par mail, on est vraiment en lien autour du jeune pour travailler pour le bien du jeune. Gladys, tu es confrontée tous les jours à des histoires humaines qui ne sont pas toujours faciles.
Comment tu fais pour te protéger un petit peu et pas amener ton travail à la maison, par exemple? Alors, j'ai développé, depuis le temps que je travaille, des stratégies. Donc déjà, quand je sors du travail, je mets de la musique. Pour évacuer un petit peu les difficultés que j'ai pu rencontrer dans la journée. Après, je suis quelqu'un qui a une vie familiale plutôt équilibrée, ce qui est important, oui. Et je fais beaucoup de sport aussi. Après, il faut reconnaître qu'il m'arrive de ramener chez moi des situations particulièrement complexes et douloureuses. C'est occasionnel, mais ça peut arriver, ça déborde, ça prend de la place. On reste humain, du coup. Mais complètement. Quand j'ai des situations, là j'ai une situation, la famille elle a été mise à la rue, il fait très froid, forcément ça me parle, ça me fait écho. Je pense à eux. Mais on est formé et puis on a des tempéraments où on arrive à mettre à distance. C'est une des qualités de l'éducateur. Moi, je lui poserais bien une question sur, en gros, est-ce que dès le départ, on arrive à prendre de la distance ou est-ce qu'on s'endurcit au fil des années? La réponse est oui et oui, mais... Ça peut être l'inverse aussi. J'ai l'impression que quand j'ai commencé, j'avais une prise de recul importante, assez affirmée. Et puis là, il y a des moments où je me surprends quand il y a des décisions de justice qui sont difficiles à entendre, parce que très lourdes de conséquences, je me surprends à être dans une forte émotion. Je suis professionnelle, ça s'arrête, mais quand même, je suis beaucoup plus impactée que fut une certaine période. Donc même après 14 ans de carrière, tu ne te sens pas encore blindé à 100%? Déjà, on est des humains, on travaille avec de l'humain et c'est vrai que l'idée de l'accompagnement éducatif, c'est de mener les mesures à terme avec des réussites quand c'est possible. Et quand ça ne fonctionne pas pour différentes raisons, c'est difficile à digérer, ça reste là. Ça prend du temps. La vidéo touche à sa fin, on espère que ça vous a plu. De notre côté, on est ravis d'avoir pu mettre en lumière un métier indispensable et plein de sens. On remercie une nouvelle fois les équipes de la protection judiciaire de la jeunesse de Nouvelle-Aquitaine de nous avoir fait rencontrer Fatia et Gladys et de nous avoir donné accès à ces lieux d'intervention. Si vous souhaitez aller plus loin, en savoir plus sur le métier ou vous renseigner sur la formation, rendez-vous sur le site internet lajusticerecrute.fr. On vous met le lien en bio de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau métier.